Salut, je m'appelle Rite Parsons. J'ai beaucoup d'amis. Mon petit ami s'appelle Grant. Rita était une petite fille tranquille. Elle s'amusait toujours calmement. Elle préférait travailler seule et elle ne se sentait pas à l'aise quand il y avait plein de gens. Elle était très sensible. C'est bon, c'est fini? Elle souriait tout le temps. Elle était toujours contente. Tous les parents rêveraient d'avoir une petite fille comme ça. J'ai été le premier à la tenir dans mes bras. Elle pleurait très peu et elle paraissait toujours émerveillée. Coucou mon chien. C'est grâce à Rita que j'ai ce chien d'ailleurs. Elle m'avait dit qu'il y avait un carlin abandonné au chenil. Heureusement que Rita faisait du bénévolat là-bas. Arrête de grogner. Elle était très intelligente. À 13 ans, elle lisait déjà des livres de Jane Goodall. D'habitude, les adolescentes lisent des magazines féminins, mais pas Rita. Elle préférait les magazines sur l'astronomie pour apprendre des choses sur les trous noirs. Je ne sais pas d'où lui venait cette passion. Certainement pas de moi, en tout cas. Bonjour. Non, Frankie, viens ici. Grâce à Rita, on a accueilli beaucoup de chiens dans cette maison. Ils avaient tous vécu des situations difficiles. On a sauvé 700 chiens. Voilà le chien préféré de Rita, Jazzy. Il a son collier en hommage à Rita aujourd'hui. Justice pour Rita. C'est un prénom très inhabituel. D'où vient ce prénom? Quand j'avais 12 ans, j'avais une nièce qui s'appelait Heather. J'ai appelé Heather à l'envers et ça a donné Rita. J'ai trouvé ça beau. Elle aimait bien son prénom? Elle adorait son prénom. Elle en était très fière. À l'âge de 12 ans, elle m'a lancé des défis. Elle avait beaucoup de volonté. Et c'est grâce à elle que je suis allée à l'université, que j'ai fait 2 masters et que j'ai enchaîné 7 années d'études. Elle me donnait de la force. Et ensuite, on a déménagé ici quand elle a commencé l'école et... Cole Harbour est la plus grande banlieue de Dartmouth. Elle ressemble à n'importe quelle banlieue. Il y a moins de choses à faire qu'en centre-ville, mais plein d'enfants et d'adolescents vivent là. Et le hockey est un sport très pratiqué. Sidney Crosby, le célèbre joueur de hockey, est né à Cole Harbour. Voilà son collège. Elle avait toujours d'excellentes notes. Ensuite, elle est entrée au lycée de Cole Harbour. C'est un très grand lycée. Il a eu quelques problèmes de discipline dans le passé, mais ce n'est pas un mauvais lycée. Même si les amis qu'on a eus toute sa vie sont dans le même lycée, on est entouré de plein de nouvelles personnes. Et elle s'est faite une nouvelle amie là-bas. C'était un mercredi soir. Je me souviens qu'elle était assise dans la voiture. Le lycée venait de commencer, donc je lui posais plein de questions, comme d'habitude. Je lui ai demandé « Tu vas avec qui à cette fête ?» Elle m'a dit le nom de la fille, je n'en avais jamais entendu parler. Je lui ai demandé si c'était sa nouvelle amie, et elle m'a répondu que oui. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je lui ai demandé si ses amis allaient bien prendre soin d'elle, et elle m'a répondu que oui, bien sûr, c'était des personnes de confiance. Elle est sortie de la voiture, et quand j'ai revu ma fille, ce n'était plus la même personne. Elle m'a demandé si elle pouvait dormir chez cette fille et je lui ai répondu que oui. Elle a vécu quelque chose de vraiment traumatisant. Ils ont été chez ce garçon. Je ne pensais pas du tout que ça allait être une soirée alcoolisée. Mais ils lui ont proposé de la vodka et elle en a bu beaucoup. Je m'apprêtais à rendre visite à ma mère à Ottawa et j'étais dans l'avion quand j'ai reçu un message de Rita qui disait « Il faut que je vienne vivre avec toi. » Donc je lui réponds, est-ce que tout va bien? Je suis dans l'avion là, il va décoller. Ma sœur m'a dit de rentrer immédiatement chez moi. Rita est ici, elle a besoin de toi. Rita était roulée en boule dans un coin de la cuisine et elle se balançait d'avant en arrière. Elle m'a raconté tout ce dont elle se souvenait. Elle et son ami sont allés chez un autre ami. 2 garçons vivaient là et 2 de leurs amis étaient également présents. Ils lui ont proposé de la vodka, mais elle ne connaissait pas les effets de cet alcool. Elle se souvient avoir été emmenée à l'étage. Les garçons se sont relayés sur elle et elle se souvient s'être cognée la tête contre la fenêtre quand elle a commencé à vomir. Elle se souvient très bien avoir entendu quelqu'un dire « Prends une photo, prends une photo ».
Le lendemain matin, elle s'est réveillée dans une autre chambre entre deux des garçons. Elle n'a pas réalisé tout de suite ce qui s'était passé. La mère de Ritey m'a appelé et m'a dit qu'il fallait qu'elle m'annonce quelque chose. Elle m'a dit « Assis-toi parce que ce que j'ai à te dire est terrible ». Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a raconté que Ritey et son ami étaient en fait allés chez quelqu'un d'autre et que des garçons l'avaient violée. Je lui ai demandé de dire à Ritey que je l'aimais et que tout allait s'arranger, qu'on allait traverser cette épreuve ensemble. Le mardi suivant, tout le lycée s'est mis à traiter Ritey de pute. Ritey Parsons a couché avec 4 mecs. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est à ce moment-là qu'elle m'a contacté. Elle était paniquée et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle est retournée au lycée et elle s'est rendue compte que tout le monde parlait d'elle. Elle a alors su que tous les élèves avaient envoyé à leur contact une photo dans laquelle elle apparaissait, mais dont elle ignorait l'existence. Presque tout le monde l'avait vue. Quelqu'un est venu la voir et lui a dit « T'as vu, j'en viens pas, t'es vraiment une traînée ». Il a commencé à envoyer cette photo à plein de gens, en mode « C'est moi avec Ritey Parsons. On a couché ensemble et là, elle est en train de vomir à la fenêtre. » Je n'arrive pas à comprendre que des gens puissent faire ça. Mais comment quelqu'un en train de vomir peut avoir envie de sexe? Quand elle a vu qu'elle était sur cette photo, elle a quitté ce lycée et n'y est jamais revenue. Ça a pris des proportions énormes. Même le journal local en a parlé en disant que cette photo avait été partagée par des centaines de personnes. Et pas seulement dans le lycée de Ritey, dans tous les lycées du secteur. C'est là que tout a commencé. À partir du moment où elle est devenue une cible, tout le monde s'est mis à parler dans son dos. Personne ne venait plus la voir. Ça s'est passé un jeudi, et le vendredi, Ritey a fait une dépression nerveuse. On a été voir la police le lendemain. Elle est allée au commissariat avec sa mère et elle a fait une déposition. Elle a témoigné pendant 2 heures et quelques jours plus tard, ils nous ont rappelé pour nous dire qu'on ne s'était pas adressé à la bonne personne. Ils nous ont dit que nous n'avions pas fait la déposition auprès de la bonne personne et que Ritey devait retourner au commissariat. Elle a donc à nouveau fait une déposition pendant 10 heures. Et entre ces 2 dépositions, d'autres éléments de la soirée lui sont revenus en mémoire. Ça arrive très fréquemment. Elle s'est souvenue avoir dit non à l'un des garçons. Mais les policiers ont comparé les 2 dépositions et ont dit que son témoignage était embrouillé. Ils ont utilisé les divergences des 2 dépositions contre elle. Presque tout de suite, ils l'ont traitée comme si c'était elle qui faisait l'objet de l'enquête. La police a enquêté pendant près d'1 an. Ils n'ont même pas confisqué les téléphones et les ordinateurs des garçons impliqués. 4 garçons ont agressé sexuellement Ritey et pas une seule fois on ne leur a demandé de venir au commissariat pour être interrogés. Est-ce qu'ils ont confisqué les téléphones? Ils n'ont confisqué les téléphones de personne. On a dû amener la photo à la police. Ils avaient la photo, ils connaissaient l'histoire, mais ils ne sont jamais allés au lycée pour essayer de mettre un terme à toute cette histoire alors qu'ils connaissaient les coupables et savaient qui diffusait ces photos. La police n'a absolument rien fait. Normalement, dans cette affaire, des mesures auraient dû être prises dès le début, étant donné le nombre de preuves que la police avait. Ça paraît parfaitement logique. On a demandé à la personne chargée de l'enquête si elle avait interrogé les garçons. Elle a dit que non, qu'elle avait interrogé seulement les gens qui avaient la photo. Mais c'est ridicule. En allant interroger toutes ces autres personnes, ça laissait aux garçons le temps de se mettre d'accord sur une version des faits. Moi, j'aurais été les voir immédiatement et je les aurais interrogés séparément. Elle m'a répondu « On n'est pas dans les experts, là ».
J'étais furieux quand elle nous a dit ça. On n'est pas dans les experts. Effectivement, dans les experts, ils arrêtent les coupables et appliquent la loi. Donc, clairement, on en est loin. Les policiers qui disent qu'ils ne sont pas là pour arrêter les coupables devraient se reconvertir. Elle m'a traité comme si je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Elle m'a même dit « Je ne suis pas obligée de vous tenir au courant de l'enquête ». Ce sont ses mots exacts. Donc j'ai arrêté de parler à cette policière et j'ai été voir son supérieur ainsi que le responsable de l'unité. Je me souviens lui avoir parlé, l'avoir supplié. Il m'a juste répondu « Assurez-vous qu'elle soit suivie et qu'elle fasse du sport ». Je lui ai dit « Du sport? Vous ne comprenez pas que ça ne résoudra pas la situation. Elle suit une thérapie, mais à présent, elle a besoin de réponses. Donc, où en êtes-vous dans l'enquête » Ils m'ont dit que les charges pour agression sexuelle n'allaient sûrement pas être retenues parce que c'était la parole de Ritey contre celle des garçons. Et c'est tout? Rien de plus? Ils ont une photo comme ça et ils disent qu'ils n'ont pas assez de preuves pour savoir si c'était bien un viol. Eh bien, dans ce cas, les policiers de cette ville ne savent pas ce qu'est un viol. Et pendant tout ce temps, Ritey, elle allait comment? La photo a continué de circuler. Cette année-là, Ritey n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle disait « C'est trop dur de subir tout ça ». Les gens continuaient à la harceler. Elle a tout perdu. Tout ce qu'elle avait construit dans son école, tous ses rêves, tous ses amis. Elle était déstabilisée, elle disait « Où sont mes amis ?» J'ai une famille qui m'aime, mais pourquoi j'ai pas d'amis? Je ne savais pas quoi lui répondre. Elle est venue dans mon école. Mais partout, cette photo la poursuivait et les gens continuaient à la harceler, surtout les filles, parce qu'apparemment les filles aiment bien être cruelles entre elles. Quelle insulte recevait-elle? Oula, j'ai le droit de le dire devant une caméra? Oui. Pute, salope. J'ai entendu une fille la traiter de prostituée un jour, je ne sais pas pourquoi. Des insultes de ce genre-là. Donc c'était surtout des filles qui la harcelaient. Oui, pas des garçons, surtout des filles. Quand j'étais avec elle, je la voyais se faire harceler. Mais je ne pouvais rien faire. Les filles venaient la voir et cherchaient à se battre avec elle. Mais Ritey ne voulait pas et disait « Non, je ne veux pas me battre, je ne veux pas me battre ». Mais ces filles voulaient à tout prix se battre. C'est ce que les filles de mon école faisaient. Et moi, je ne savais pas quoi faire. Parce que j'en connaissais certaines depuis des années. Il y avait une fille en particulier qui s'acharnait sur elle. Les messages qu'elle envoyait à Ritey étaient vraiment horribles. C'est limite si elle ne lui disait pas de se suicider. En mars, elle a passé une ceinture autour de son cou et elle était prête à se pendre. Mais au dernier moment, elle a entendu la voiture entrer. Après ça, elle a fait une dépression. Elle avait peur de se faire mal. Je l'ai conduite aux urgences à l'hôpital de Halifax. On a pensé, enfin, elle va avoir de l'aide dans cet hôpital. J'ai quitté l'hôpital cette nuit-là dans tous mes états, mais j'étais soulagé aussi parce que je me disais, elle va être prise en charge maintenant. Ces gens sont des professionnels, ils vont l'aider à vaincre ses pensées suicidaires. Ça a été une autre expérience traumatisante pour elle, parce que personne ne l'a aidée. Elle a été mise à l'isolement dans une cellule et ils l'ont laissée là toute seule pendant 24 heures. Personne n'est venu la voir. Ça a été toute une histoire, cet hôpital. À un moment, le personnel de l'hôpital l'a déshabillée. Elle a dit que c'était un membre du personnel masculin qui l'avait fait et qui l'avait enfermée dans une pièce en la laissant en sous-vêtements. Ils lui ont pris ses vêtements. Elle a hurlé pour qu'on lui rende. Et elle a demandé « Que font ces hommes ici? Je suis toute nue. » Tout ça dans l'hôpital où elle était censée être aidée. Ils l'ont traitée comme une délinquante alors qu'elle avait besoin d'être soignée pour traumatisme. L'hôpital a affirmé que ça ne s'était jamais produit. Après, d'autres parents se sont manifestés et ont dit que c'était également arrivé à leur fille, que des hommes étaient bien présents quand on leur avait enlevé leurs vêtements.
Le lendemain, l'hôpital a continué à dire que cela n'arrivait que dans des circonstances exceptionnelles et que ça n'était jamais arrivé à Ritey. Mais un témoin a affirmé à la presse qu'il était là quand Ritey criait pour qu'on lui rende ses vêtements et qu'il y avait effectivement des hommes. Elle a été victime d'un viol, bon sang. Elle est restée là 5 semaines. Je dois avouer que j'ai eu terriblement tort de la laisser dans cet hôpital. J'aurais dû la ramener à la maison le jour même. C'était encore pire quand elle est rentrée. Elle était pleine de colère. Elle a appris comment se tailler les veines dans cet endroit. Mais quand ils l'ont laissée sortir, elle se sentait encore suicidaire. Pourquoi l'ont-ils laissé sortir si elle était encore suicidaire? Pour eux, ça faisait déjà assez longtemps qu'elle était là. Je suis seul avec elle dans la pièce et tout à coup elle me dit « Papa, je vais mourir ». On a supplié les médecins de l'envoyer quelque part. Ils l'ont alors inscrite à une cure de désintoxication. Ouais. Elle a dit qu'elle ne voulait pas y aller. C'est ridicule, je ne suis pas une toxico. Mais je lui ai dit qu'il y aurait des médecins, des gens à qui elle pourrait parler. Elle m'a répondu que oui, peut-être, mais qu'elle n'était pas une toxico. C'est une cure de désintoxication. Donc, qu'importe ton problème mental, c'est lié aux drogues. Elle n'a pas arrêté de répéter ce mot. Forcément, si un gamin est suicidaire, est traumatisé, c'est qu'il est accro aux drogues. Je l'ai quand même emmenée le premier jour et elle m'a promis d'essayer. Mais 20 minutes plus tard, elle m'a rappelé complètement bouleversée. Je l'avais déjà vue dans cet état. En fait, un garçon de son ancien lycée qui savait ce qui s'était passé et qui était ami avec ses agresseurs était là en train de la fixer lorsqu'elle a rencontré la psychologue. Est-ce que quelqu'un a pris la peine de lire son dossier? Elle est venue vivre chez moi après sa sortie de l'hôpital, mais ça s'est très mal passé. Je me souviens de ce jour, quelques mois après, où elle m'a appelé alors qu'elle était en haut. Elle pleurait. Je suis monté dans sa chambre. Elle s'était taillé les veines et les draps étaient en sang. J'étais hébété. Une des pires décisions de ma vie a été d'emmener ma fille dans cet hôpital. Et pendant ce temps, on avait toujours affaire à la police. Ils ont fini par nous dire « Aucune charge ne sera retenue pour viol ou pour pornographie juvénile ». La police a soumis le dossier au procureur de la Couronne qui l'ont presque tout de suite refusé. Ils ne voulaient pas porter l'affaire devant un tribunal. La police l'a annoncé à Ritey et ses parents. Selon ces derniers, cette nouvelle l'a dévastée. Elle était révoltée. Elle tapait du pied. Elle était furieuse. Mais c'est pas possible. Tout le monde va continuer à me harceler et à penser que je suis une traînée. Toute cette injustice l'a encore plus démoralisée. Ensuite, elle a voulu retourner au lycée. Je veux y aller, je sens que je suis assez forte maintenant et que j'ai assez d'amis. Mais le lycée de Coal Harbour n'a pas accepté qu'elle revienne. J'étais les voir et on m'a dit que ce n'était pas possible. J'ai demandé pourquoi et ils m'ont répondu « Elle a été transférée dans un autre établissement. Elle n'a pas le droit de rester dans ce lycée. » Je leur ai répondu « Mais elle habite ici et vous savez très bien pourquoi elle a été transférée ailleurs. » Ils m'ont répondu que oui. « Ok, donc ces agresseurs ont le droit de rester, mais vous nous dites qu'elle, elle ne peut pas. » Ça lui retombe dessus une fois de plus. Les messages et le harcèlement ne se sont jamais vraiment calmés. Ritey enregistrait les messages et les photos et les envoyait à la police. Mais ils ont fini par lui dire « Il n'y a plus aucune charge. On ne peut pas continuer l'enquête. » Un soir d'avril, elle était tellement mal qu'elle a fait une tentative de suicide. Je crois qu'au fond, ses parents ne pensaient pas qu'elle le ferait. Ce soir-là, j'étais au lit quand je l'ai entendue rentrer. Son amie Jenna séjournait alors aussi à la maison. J'ai entendu la voix de Ritey monter d'un ton. Elle était au téléphone avec son petit ami. Quand elle a raccroché, je suppose qu'elle a dit à Jenna « Il y en a marre, je vais aller me pendre dans la salle de bain. » Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Jenna a essayé d'ouvrir la porte et de lui parler. Elle disait « Ritey, je t'aime, ouvre !» Et tout à coup, Ritey a cessé de lui répondre. Je suis montée à toute vitesse, j'ai pris quelque chose dans un tiroir, mais j'arrivais pas à entrer dans la pièce. Je sentais le poids de son corps contre la porte.
Je ne pensais vraiment pas qu'il y avait quelque chose dans la salle de bain avec lequel elle pourrait se pendre. Donc je ne comprenais pas. Et là, j'ai agi en quelques secondes. J'ai dit à Jenna, trouve-moi des ciseaux et donne-moi ton téléphone. J'appelle le SAMU. J'ai coupé la ceinture autour de son cou et je l'ai étendue par terre. Jason a commencé à essayer de la réanimer. Ensuite, les urgences sont arrivées et ils ont tenté de la réanimer pendant une demi-heure. Donc son cœur a cessé de battre pendant 45 minutes. C'est énorme. Quand on est allé à l'hôpital, je me souviens qu'une des infirmières a été très directe avec nous et nous a dit « Ça s'annonce mal, elle va probablement mourir ». Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce moment, mais je me souviens avoir hurlé « Ma fille est morte ». Je vais à l'hôpital aussi vite que possible. Je leur dis que je suis Glenn Canning, le père de Ritey. L'hôpital était immense. Ensuite, le médecin arrive, il tient ses mains en l'air, comme ça, et me demande « Qu'est-ce que vous savez? Dites-moi ce que vous savez. » Je lui réponds « Je sais qu'elle s'est pendue et que son cerveau est resté trop longtemps sans oxygène. » Alors il me dit « Je vais être honnête avec vous. La situation ne va faire qu'empirer et elle ne va pas s'en remettre. » J'ai été la voir. Plus tôt dans la soirée, sur le chemin du retour, elle m'avait demandé qu'on s'arrête au McDo. Mais j'étais trop fatigué. Il était plus de 9 h et je voulais rentrer à la maison. Je lui avais dit, il est trop tard pour y aller. En plus, c'est très mauvais pour la santé. Je me souviens m'être penché sur elle à l'hôpital et lui avoir murmuré, si tu te réveilles, je t'emmènerai au McDo. Ces 3 ou 4 jours à l'hôpital ont été interminables. Et elle ne s'est jamais réveillée. Quand sa mère est rentrée à la maison, elle a écrit un message sur Facebook pour annoncer que sa fille était morte suite à un viol et à du harcèlement. C'était un simple message, mais ça a réveillé la conscience des gens. Parfois, sans qu'on s'y attende, des choses sur Internet prennent énormément d'ampleur. J'ai rédigé un premier article et je ne pensais pas que cette histoire prendrait alors des proportions gigantesques. Et Anonymous s'en est ensuite mêlé. Bonjour citoyens du monde, nous sommes Anonymous. Une fois de plus, nous vous rapportons une histoire tragique. Une jeune fille s'en est allée trop tôt. Ritey Parsons nous a quittés. Je sais qu'Anonymous s'est ensuite mêlé de cette histoire. Je ne sais pas trop comment ils ont été au courant, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient lu les articles que sa mère et moi avions rédigés. Nos pensées et prières vont à la famille. Ritey a été victime d'un viol collectif et a été ensuite constamment harcelé. Ça m'a vraiment affecté. Ça s'est passé ici à Halifax, là où j'ai grandi. J'ai une fille qui a le même âge que Ritey. J'ai entendu dire qu'ils avaient enquêté sur elle, pris son téléphone, mais qu'ils n'avaient même pas parlé aux garçons ni pris leur téléphone. Ils n'ont rien fait. À sa place, j'aurais été aussi bouleversé. Anonymous postait régulièrement des vidéos sur YouTube et ils ont été au courant de tous les détails de l'affaire très rapidement. Ils ont recours au doxing, c'est-à-dire qu'ils traquent les coupables sur le net. Nous connaissons l'identité des 2 violeurs. Si nous arrivons à les localiser d'ici 2 heures, ça ne prendra pas longtemps avant que tout le monde sache où ils sont. À un moment, ils ont menacé de révéler l'identité des garçons impliqués. Il est important que la Nouvelle-Écosse ait foi en son système juridique. Il faut agir rapidement. Ils se présentent un peu comme des défenseurs de la justice et ça plaît aux gens. Quand Anonymous s'est intéressé à l'affaire, ça a pris énormément d'ampleur. Ce que nous demandons est simple. Nous voulons que la police prenne immédiatement les mesures nécessaires pour punir les coupables. Si vous ne le faites pas, nous agirons en conséquence. Je ne vous dis même pas le nombre d'interviews que j'ai faites à la BBC, sur des radios canadiennes, américaines, japonaises, russes, tous les médias les plus connus. J'ai un ami en Arabie Saoudite et il m'a envoyé un message en me disant « Qu'est-ce qui se passe? On parle de toi aux infos. » Les gens se rendent compte que quand Anonymous est impliqué, la vérité va éclater au grand jour.
Un des garçons qui était là cette nuit-là s'est dit « Mince, les gens vont savoir qui je suis. Ils vont dévoiler mon nom. Il faut que je raconte ma version des faits. » J'ai reçu un message sur Facebook d'un des garçons. Il avait peur. Il disait « Tout le monde me déteste maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Je pleure, j'ai besoin de vous parler. » Léa lui a dit « Non, je n'ai pas envie d'avoir une conversation avec vous. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. » Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il a écrit tout un message sur Facebook pour se confesser. Moi et X avions des rapports sexuels avec elle et environ 15 minutes après que X est parti, elle a commencé à se sentir mal. On l'a aidée à aller jusqu'à la fenêtre et elle y est restée environ 5 minutes. On lui a demandé si ça allait, elle a répondu oui, on peut continuer. J'ai dit à X de revenir. Je lui ai dit toi d'abord, il m'a dit non, toi d'abord. Ensuite, on l'a emmenée à nouveau à la fenêtre pour qu'elle vomisse. Toi d'abord. Ils sont en train de décider qui en premier va coucher avec ma fille. Je ne sais plus à qui appartenait le téléphone, mais on a pris une photo sans qu'elle s'en rende compte. Et comme j'étais sous, j'ai posé comme un idiot sur la photo. Après, on l'a étendue sur le lit pour qu'elle dorme. Son témoignage complétait ce que ma fille avait dit. Il a éclairci les zones d'ombre. On a demandé aux 2 autres garçons de nous aider à l'amener dans la chambre. On l'a réveillée, mais elle ne voulait pas aller en bas. Donc on l'a soulevée, mais elle a frappé un des garçons en plein visage. On n'a pas arrêté de lui demander de se lever et elle a fini par le faire. Elle a descendu les marches et elle est allée dans la chambre d'amis. Elle s'est étendue sur le lit et je me souviens que X lui demandait de l'embrasser. J'ai demandé à tout le monde de quitter la pièce. Je suis sorti de la chambre et j'ai été m'asseoir sur le canapé. Il est ressorti 20 minutes plus tard tout fier de lui. J'avais un couvre-feu, donc je lui ai dit que je devais rentrer. Il m'a raccompagné à la porte. Le lendemain, il m'a dit qu'elle avait couché avec lui. C'est sa manière de dire « J'ai violé Ritey Parsons ». La mère de Ritey a fait une capture d'écran et a appelé la police. Et Anonymous a ensuite posté une vidéo sur YouTube pour annoncer que les coupables avaient avoué. Ils ont aussi dit au ministère de la Justice de Nouvelle-Écosse « Si vous ne rouvrez pas le dossier et si justice n'est pas rendue, on va vous poursuivre et révéler l'identité des garçons. » Comme la police est incompétente, nous, citoyens du monde, devons rester unis. Souvenez-vous de ce jour. Ils ont rouvert le dossier. La police a rouvert l'enquête. Ils ont bien insisté sur le fait que c'était grâce aux témoignages de membres de la communauté et que ça n'avait rien à voir avec ce qui avait été diffusé en ligne. Et cette fois, ils ont également fait appel à des spécialistes de la pornographie juvénile. Je leur suis très reconnaissant d'avoir rouvert le dossier, c'est vrai. Mais ils ont eu des mois pour protéger Ritey. Ils ont vu cette photo être diffusée dans toute la communauté, dans tout Halifax, mais ils n'ont rien fait pour empêcher ça. Rien. La salle d'audience est ouverte, salle 4. Ils ont inculpé 2 personnes. Ils auraient certainement pu en inculper plus. L'un était inculpé pour avoir pris et diffusé les photos, et l'autre pour les avoir diffusées. Mais ils n'ont pas été inculpés pour agression sexuelle. Ils auraient dû être condamnés pour agression sexuelle ou pornographie juvénile. Ça me laisse un goût amer. J'ai même demandé, mais qu'en est-il de l'agression sexuelle? Ces garçons ont posté un message sur Facebook. Ils ont dit qu'elle était saoule et qu'elle vomissait. Mais on m'a répondu que non. Il n'y aurait pas de condamnation pour ça. Pourquoi la police n'a pas pris en compte ces aveux? Je ne sais pas. Pourtant, le garçon dit bien qu'elle ne pouvait plus marcher, qu'elle vomissait, et donc qu'elle n'était pas en mesure d'être consentante. Or, c'est une loi fondamentale au Canada. Il faut avoir tous ses esprits pour être consentant. Une fille qui vomit et qui a besoin d'être portée est incapable de le faire. Ce gamin lui-même le dit. Et de toute façon, la police savait tout cela avant la mort de ma fille. Ça me dépasse. L'issue de cette enquête a été un fiasco. La police n'a pas su quoi faire des preuves sur Internet ou par message, alors que c'était crucial. Ce sont des ados. Ils font tout avec leur portable. Les officiers n'avaient même pas tous accès à Internet sur leur lieu de travail.
ou bien l'accès était très limité. Ils ne pouvaient pas aller sur Facebook et du coup, leur point de vue était forcément biaisé. J'ai également analysé leur attitude face à l'agression sexuelle. D'après ce que j'ai compris, ils allaient demander aux gens « Vous pensez qu'elle était consentante ?» L'exemple le plus parlant, c'est quand ils ont été interroger la fille qui était avec elle cette nuit-là. L'autre fille qui était présente, on l'aurait bien oubliée celle-là, connaissait bien 2 de ces garçons. Elle était sortie avec. À un moment donné, elle est montée, elle était en colère et elle est partie. Ils l'ont considérée comme un témoin alors qu'elle n'était même pas là quand la photo a été prise. Ils lui ont demandé si elle pensait que Rita était consentante et elle a répondu que oui. Je lui ai demandé après pourquoi elle pensait ça et elle m'a répondu que la mère d'un des garçons était à la maison cette nuit-là. Sa chambre était près de l'entrée et elle ne s'est pas réveillée. La fille a dit « Si tu te fais violer par une ou plusieurs personnes, ici par 4 personnes, tu hurles ou tu pleures. » Comme la mère ne s'est pas réveillée, c'est que Rita n'a pas crié, donc elle n'a pas pu être violée. Mais selon le code pénal, on peut être violé lorsqu'on est inconscient. Ce qui m'a vraiment surprise quand j'enquêtais là-dessus, c'est de voir que les parents, encore plus que les adolescents, avaient de fausses idées sur la question. Des adultes m'ont demandé « Est-ce qu'on peut parler de viol lorsque la personne est inconsciente ?» Bien sûr. Même si c'est la faute de la personne parce qu'elle a trop bu? Oui. Si quelqu'un est inconscient, il ne peut pas être consentant. Rita a dit avoir bu 8 ou 9 verres d'alcool cette nuit-là. Et elle avait seulement 15 ans. Il est souvent difficile de savoir quand s'arrêter de boire. Toujours est-il que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas que lorsqu'on est inconscient, c'est du viol. Dans le système juridique canadien, c'est une règle fondamentale. La police ne savait pas par où commencer. Ils n'essayaient pas de collecter des informations. Ils n'ont jamais interrogé les garçons quand Rita était encore en vie. Ils ne les ont inculpés que des mois après sa mort. Dans cette affaire, ils se sont beaucoup trop focalisés sur elle. On peut alors se demander s'ils sont capables de gérer une affaire d'agression sexuelle. Quand la police a commencé l'enquête, une jeune fille a contacté Rita et lui a demandé « Est-ce un des garçons qui t'a fait du mal ?» Rita a répondu que oui, et cette fille lui a dit « Il m'a fait la même chose ». Rita lui a répondu « Il faut que tu appelles la police, il faut qu'on y aille ensemble ». Et cette fille lui a dit « Après avoir vu ce qui t'est arrivé, je ne préfère pas ». L'issue de cette affaire donne un mauvais exemple à toutes les autres victimes. Elles doivent se dire, dans le cas de cette fille, il y avait toutes les preuves nécessaires et justice n'a pas été rendue. Alors moi qui n'ai ni photo, ni confession, c'est perdu d'avance. La faute retombe vraiment sur les victimes. C'est pour ça que les agresseurs s'en sortent si facilement. C'est seulement dans les cas de viol qu'on rejette la faute sur la victime. Si j'étais agressé en ville et que quelqu'un me volait mon portefeuille, est-ce que la police demanderait « Qu'est-ce que vous faisiez en ville à cette heure-là? Vous aviez bu? Est-ce que vous faites souvent des dons? » Parce que si c'est le cas, alors vous êtes habitué à jeter l'argent par les fenêtres. Si on regarde les statistiques, la Nouvelle-Écosse est la province du Canada qui condamne le moins les agressions sexuelles. Certaines personnes inculpées pour le viol ne sont envoyées en prison que quelques mois. Et en moyenne, lorsqu'un homme finit devant un tribunal, il a déjà fait 6 victimes. Dans 95% des cas, les victimes disent la vérité et dans seulement 5% des cas, ceux qu'on traite de violeurs sont innocents. On devrait s'occuper des dossiers en suivant ces statistiques plutôt que de considérer d'entrée de jeu que la victime ment. Dans tous les articles relatant des histoires de viol, il n'y a qu'à regarder les commentaires pour voir qu'on culpabilise encore souvent la victime. Sur Internet, les gens sont ignorants et insultants. Des personnes ont créé une page Facebook appelée Rita Head Parsons. Ils ont pris des photos sur un compte, ils l'ont photoshopé en train de loucher, avec une corde autour du cou, et ils ont fait des commentaires du genre « Hé Rita, on joue au pendu ?» Ils ont même posté la photo d'un cadavre pendu à un arbre. Je n'avais jamais rien vu d'aussi écœurant de toute ma vie. J'ai écrit à Facebook et je leur ai dit « Ma fille vient de mourir, elle s'appelait Rita Parsons, tous les journaux en parlent. »
Je veux que cette page Facebook soit supprimée parce qu'elle se moque de la mort de ma fille. C'est révoltant. Ils m'ont répondu en me disant « On a regardé cette page et elle n'est pas contraire à notre politique. » Vous déconnez les mecs. Si ça fait partie de votre politique, autant admettre que vous n'avez aucune politique du tout. J'ai rédigé un article sur mon site parce que je savais que Anonymous suivait l'affaire. J'ai reçu un mail d'une adresse bizarre en Russie qui disait « Glenn, lis ceci ». Je suis retourné sur la page Retweeted Ed Parsons. C'était seulement quelques heures après, mais il y avait un message qui disait que cette page avait été piratée par Anonymous. Toutes les images avaient disparu. Il n'y avait qu'un message disant « Voilà la personne qui a créé cette page ». C'était une photo de la grande sœur du garçon qui a violé ma fille. Elle a 21 ans et elle a créé une page comme ça pour se moquer de la mort de Ritey. Par la suite, j'ai reçu des messages de mort sur YouTube. Voilà ma chaîne YouTube. J'y ai posté plein de vidéos de Ritey pour lui rendre hommage en quelque sorte. Sous toutes les vidéos, même celles où Ritey est toute petite, ils ont laissé des messages insultants et haineux. C'était des commentaires vraiment méchants. T'as été là toute sa vie. Est-ce que t'as essayé d'être un bon père? Tu me parles comme si tu étais le roi des papas. Tu l'as probablement violée toute sa vie, c'est pour ça qu'elle était cinglée. Voilà le genre de truc qu'ils ont écrit. Sa fille, c'était une salope. Elle faisait ça coincer, mais en vrai, c'était une grosse cochonne. Elle a sucé et baisé tous les mecs de la ville. Elle a complètement échoué au lycée. Bien sûr, mais parce qu'elle était brisée. Je ne comprends pas que des gens puissent être aussi horribles. Le nom d'utilisateur était I am Karma 902. J'ai supposé que c'était quelqu'un du coin parce que 902 est notre indicatif de zone. J'ai pris en compte le fait que cette personne connaissait bien l'affaire et qu'elle était peut-être même impliquée dedans. Là, c'est écrit « Continue à dire de la merde, mais je sais à quoi tu ressembles, où t'habites. Si tu continues à être insolent, tu rejoindras ta fille. Bonne journée, Glenn Canning. » Tu vas rejoindre ta fille. J'ai fait une capture d'écran et j'ai été voir la police à Halifax. Là, ils ont pris l'affaire très au sérieux. Ils ont été voir la gendarmerie royale du Canada. Ils ont contacté le FBI à Washington. Et le FBI a été voir Google avec un mandat en disant « Nous voulons l'adresse IP de celui qui a commenté ça ». Google l'a transmise au FBI, qui l'a transmise à la gendarmerie royale, puis à la police de Halifax, qui m'a dit « Nous avons arrêté quelqu'un. Ils m'ont dit son nom, mais je ne pense pas que j'ai le droit de le dire. » En tout cas, c'était la même personne qui apparaissait sur la photo avec Ritey. Le garçon avec les pouces en l'air? Oui, c'était le même type, avec les pouces en l'air et un grand sourire. C'est désolant, après tout le mal qu'il a fait à Ritey, au point qu'elle n'ait plus envie de vivre. Et il a poussé le vice jusqu'à nous insulter et nous menacer alors que nous étions encore en train de pleurer la mort de notre fille. Il n'a jamais eu de remords. Le harcèlement de nos jours est particulièrement violent, il détruit les gens. Et on n'arrive pas à y échapper. En 5e, j'étais harcelé à l'école, on me tapait. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais en sécurité. De nos jours, les jeunes continuent à communiquer entre eux, même à la maison. C'est impossible d'être tranquille. Les gens n'ont qu'à sortir leur portable, prendre une vidéo de toi en train de te faire humilier, et alors tout le monde se moque de toi. Après, tu reçois une centaine de messages sur Facebook te disant que tu ferais mieux d'aller te tuer. Les filles peuvent être bien plus méchantes que les garçons. De plus en plus d'adolescentes se suicident à cause de ça. Parce que c'est facile d'insulter quelqu'un d'autre sur Facebook. C'est facile d'envoyer plein de messages à une fille et de lui répéter que c'est une pute. Ça arrive tout le temps. Il faut vraiment mettre un terme à tout ça. Après la mort de Ritey, beaucoup d'hommes politiques ont réagi. Cette histoire est vraiment révoltante. Steve Harper a dit « Ce n'est pas simplement de l'intimidation, c'est du harcèlement criminel. » Je suis tout à fait d'accord. Les enfants à l'école peuvent être très cruels entre eux, c'est vrai. Mais dans des circonstances pareilles, c'est tout simplement criminel. La nouvelle loi contre le cyberharcèlement a provoqué un tollé ici. Oh mon Dieu, c'est une atteinte à la vie privée. Tous nos messages vont être publics. Pas du tout. Cette loi aborde plusieurs problèmes. D'abord, celui de la diffusion d'images intimes sans autorisation. Peter MacKay, le ministre de la Justice, a surnommé cette loi la loi Ritey, parce que quand cette fameuse photo avait été diffusée partout, la police nous avait dit
Ça ne va pas à l'encontre de la loi. Quand une personne en veut à son ex, elle va se venger en postant sur Internet des photos et des vidéos embarrassantes pour l'humilier. On appelle ça du revenge porn, je crois. Ce n'est pas illégal, mais ça devrait l'être. Cette loi s'adresse également à la police et à la manière dont ils peuvent obtenir des informations dans les cas de revenge porn, par exemple. La police doit pouvoir contacter rapidement les fournisseurs de services Internet. Je crois que cette loi peut vraiment faire évoluer les choses, et c'est pourquoi je la soutiens à fond. Ils auraient pu arrêter ce gamin en quelques jours, quelques heures même, si les bonnes lois avaient été en place. Ça n'aurait pas dû prendre des mois. Dans mon cas, j'ai reçu des menaces de mort. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été vulnérable et que ces messages m'avaient vraiment effrayé? Si ça avait été une ex menaçant de me tuer, j'aurais dû attendre 8 mois avant que Google me réponde? Ça ne devrait être l'affaire que de quelques heures. On ne peut pas attendre les bras croisés au nom d'une pseudo-liberté d'expression. Dans ce cas-là, ce n'est pas de la liberté d'expression. On ne rend pas le monde meilleur. On protège juste des criminels, des pédophiles et des violeurs. Tout le monde y est confronté. Mais il faut se demander dans quel type de société nous voulons vivre. Ce n'est pas la liberté d'expression, c'est du discours de haine. Il a plaidé coupable. C'est fait, enfin. Quel soulagement. Pensez-vous que justice a enfin été rendue pour Ité? Non, justice ne sera jamais entièrement faite. Elle voulait simplement qu'on la croie, pas qu'on l'accuse. Mais le fait qu'il ait plaidé coupable me soulage un peu. Le fait qu'il ait plaidé coupable aujourd'hui montre bien que la police savait que de la pornographie juvénile était diffusée partout à Halifax et ils n'ont rien fait. Au lycée de Cole Harbour, ils savaient que du contenu pornographique était diffusé dans les couloirs du lycée. Et eux non plus n'ont rien fait pour protéger la victime. C'est inadmissible. Pourquoi n'avoir rien fait quand il en était encore temps ? J'ai commencé à peindre ces cailloux en souvenir de Rité. Ça m'apporte de la sérénité. On les dépose partout où on va. Les pierres ont quelque chose de très spirituel. Quand elle était petite, on venait souvent dans ce parc. Elle adorait venir ici. Ce parc est tellement beau. On y a passé de si bons moments. Les gens disent que les blessures guérissent avec le temps, mais ce n'est pas vrai. Une partie de moi est morte avec ma fille dans cette chambre d'hôpital. J'ai eu l'impression de sortir de mon corps. On avait déjà décidé d'être donneur d'organes. Mais ils nous ont dit que tous les receveurs n'étaient pas prêts. Ça a été un vrai dilemme pour moi. Parce que je n'avais pas envie qu'il maintienne son corps en vie. J'ai failli changer d'avis. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'un adolescent a reçu son cœur. Il serait mort si j'avais changé d'avis. Elle a sauvé 5 vies. Malgré toute la tristesse et la douleur que je ressens, je suis content de savoir qu'elle est toujours là d'une certaine manière et qu'elle a changé la vie de plusieurs personnes pour le mieux. Partout, les gens ont commencé à se mobiliser. 32 pays suivent ma page. Parce qu'on sait que ce sont des problèmes graves. Le viol, le suicide, le cyberharcèlement. Tant qu'on laisse des gamins harceler d'autres gamins en ligne, on continuera à en voir certains sortir du lycée et être vraiment dangereux. Parce qu'ils penseront que harceler, humilier et terroriser les gens est le seul moyen de s'en sortir.
C'est déplorable. Je ne veux pas vivre dans une société comme ça. Tu crois qu'un nom d'utilisateur comme IamKarma902 te garantit l'anonymat? Non, tu vas finir devant un tribunal pour harcèlement et menaces de mort. Ton identité finit toujours par être dévoilée. Et si tu crois rester anonyme, Anonymous viendra à toi. Ritey et ses camarades ont eu des cours d'éducation sexuelle, mais ils n'ont jamais parlé du consentement durant ces cours. 1. Arrêtez de dire aux femmes que c'est à cause de leur tenue qu'elles se font violer. Et 2. Apprendre aux garçons que le viol, c'est mal. Ce serait déjà un bon début. Ensuite, il faudrait davantage parler du suicide, parce que personne n'en parle. Durant mes 3 années de lycée, on a abordé le sujet une fois, je crois, alors que ça devrait faire partie de notre éducation. Les jeunes devraient savoir que s'ils ont des pensées suicidaires, certaines personnes peuvent les aider. Mais ça n'a pas été le cas. Mon lycée a voulu oublier l'existence de Ritey, et personne n'a essayé de l'aider. Peut-être que si ça avait été le cas, elle serait encore là aujourd'hui. Est-ce que vous vous en êtes déjà voulu? Oui, il y a eu des moments où je m'en suis voulu. Où je me disais, et si j'avais fait ça autrement? Et à chaque fois que je pensais ça, il y avait comme une voix au fond de moi qui disait « Arrête ça tout de suite ». J'avais l'impression que Ritey était là et qu'elle tapait du pied pour me dire d'arrêter. Je crois que c'est important d'apprendre à ces jeunes que ce n'est jamais la faute de la victime. Ce n'est pas de sa faute si elle se fait violer ou agresser sexuellement. Encore moins si elle se fait harceler sur Internet. C'est un crime. C'est la faute du criminel. Au revoir. Au revoir. Seagull.